Welcome to EPC News. Catholic Channel. Bienvenue frères et sœurs dans ce podcast sur la famille, les médias et l'actualité. Nous entreprendrons aujourd'hui de vous parler des méthodes naturelles. Les évêques du Bénin ont récemment décidé de promouvoir ces méthodes naturelles de régulation des naissances. Et le peuple de Dieu s'intéresse notamment à des méthodes comme la méthode Billings, basée sur la sensation et l'observation du cycle féminin. Nous entreprendrons donc dans cet article de vous donner quelques clés de compréhension des méthodes naturelles de régulation des naissances, puisque la sexualité dans le couple devrait et pourrait devenir parfois facteur de conflit. C'est donc de façon intelligente, de façon chrétienne donc, que nous essaierons en prenant ce livre de référence sous la publication d'Isabelle et René Écochard, de l'intimité, la sexualité et la fécondité selon le plan de Dieu. Les auteurs nous rappellent que du point de vue chrétien, la sexualité fait partie de la bonne nouvelle, puisque l'amour conjugal est tourné vers la vie. Donc, annoncer cette bonne nouvelle, c'est déjà, d'une certaine manière, déjà évangéliser les rapports dans le couple et surtout leur intimité. En effet, les parents vivent une intimité plus grande en raison de leurs unions intimes. L'union des époux peut être tout à la fois une occasion de bonheur, comme s'exprime l'auteur, et aussi de plaisir, mais ce peut être un lieu de tiraillement, de blessure et de souffrance en même temps. Et donc un moment de bonheur et de plaisir lorsqu'elle est faite de délicatesse, de gestes attentifs, de temps de partage où les époux fêtent leur amour, et éventuellement cette capacité à transmettre la vie. Mais elle peut devenir un lieu de souffrance, de drame et de rupture lorsque l'autre est pris, accaparé, critiqué, dominé, ou lorsque l'union intime n'est plus un moment de communion intense, mais un acte de soulagement, pourrait-on dire, des tensions. Ce lien entre l'amour et la vie trouve donc un sommet, nous pourrons dire, dans l'union intime conjugale. C'est l'union intime par laquelle les époux s'expriment mutuellement leur amour qui permet la transmission de la vie. Dany Sauvage nous rappelle que c'est à travers la dimension la plus profonde de leur être, le don et l'accueil, que les couples entrent dans la communion conjugale et dans la communion à Dieu. Plus grand est ce don et plus nous participons à la nature divine, dit-elle. C'est dans le don et l'accueil que la personne humaine trouve son identité divine. Tout homme est appelé à se réaliser dans un don sponsal de lui-même. Le don de soi implique donc un don dans la totalité de l'être. Ces paroles ne sont pas sans rappeler Jean-Paul II qui nous dit que c'est dans le corps que l'homme découvre l'appel à la communion et que l'acte sexuel est une expérience unique où le corps manifeste sa signification nuptiale. C'est à travers ce geste, d'ailleurs, que se réalise la communion d'amour des personnes, dans laquelle nature et personne s'entremêlent de façon indissoluble. Cette autrice rappelle donc avec force les implications théologiques de l'union des époux, sous-entendues dans le mariage. Elle met déjà le point de départ d'une vision chrétienne profondément contemplative sur les rapports humains. Dieu est Trinité. Donc Dieu est relation substantielle. De même, c'est par le lien du mariage et dans la nuptialité que le couple réalise en lui l'activité même de Dieu, qui de toute éternité fait circuler entre les trois personnes de la Trinité l'amour, dans le don des uns par rapport aux autres. C'est ce que nous lisons d'ailleurs plus loin. Il existe un cheminement vers la ressemblance, le reflet de l'amour même de Dieu. L'union charnelle est le geste par excellence des époux et dialogue d'amour et de fécondité. Grâce à ces deux caractéristiques, elle donne à voir l'image de Dieu, lui-même amour et créateur, que le couple a l'honneur d'être appelé à refléter. Pour le couple, l'image concerne chaque personne, mais également et surtout le lien qui unit le couple. Pour le couple, Dieu est proche et se donne à voir dans le conjoint, dans tous les gestes de la vie quotidienne qui concrétisent cet amour dans le don de soi dont chacun est capable. Dieu nous dit quelque chose de lui-même par le couple qui s'aime. Le couple qui s'aime nous laisse entrevoir qui est Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs,
La nature donc de l'acte sexuel qui associe l'union à la procréation est donc fondée bibliquement. En Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Ce commandement a lieu pour Adam et Ève dans un premier mariage. En séparant les deux, l'acte sexuel de l'union, nous risquons d'un côté, désincarner l'union et de l'autre, objectiver le partenaire. Rappelons maintenant qu'est-ce que, pour nous, représente la méthode naturelle, quelles sont ses conséquences dans le couple et pourquoi elle représente une réelle opportunité. Je citerai maintenant 3 passages du livre du présent ouvrage qui nous aident à comprendre mieux ces méthodes. Tout d'abord, il faut rappeler que dans le couple, eh bien, il y a une fragilité. Et donc le couple devient un chemin de croissance pour l'homme et la femme. Les couples sont vraiment fragiles dans le domaine de la sexualité. Chacun est souvent tenté de prendre le corps de l'autre pour soi, au lieu de vivre l'union intime conjugale comme une fête, un moment de grande proximité, d'amitié, de joie, de délicate attention. Au milieu de ces pauvretés et des réalités ordinaires, le choix de suivre cet appel de Dieu au sein de leur intimité charnelle est parfois difficile pour le couple, qui le ressent alors le découragement et est tenté d'abandonner. La reconnaissance de cette fragilité pourtant les mène sur un chemin qui transforme leur existence, apparemment banale et imparfaite, en un lieu de progression et d'accomplissement. En utilisant la planification familiale naturelle, le couple ne fait pas l'économie de la reconnaissance de sa propre faiblesse, il faut le noter. En effet, s'il la nie, il est tenté de choisir une technique contraceptive qui ne le met plus face à ses limites, ce qui le fragilisait est gommé. Le contraceptif, que fait-il donc? Il évacue la peur d'avoir à maîtriser sa vie sexuelle et les questions face à l'accueil de l'enfant. Nous rappelons donc que cette méthode, qui est basée sur l'observation des cycles de fertilité et d'infertilité de la femme par l'homme et sa femme elle-même, eh bien, prennent en considération une progressivité et un cycle dans la sexualité. Cela renforce déjà dans un premier temps les liens, mais surtout, c'est une méthode totalement opposée aux méthodes chimiques et nous allons maintenant comprendre pourquoi. En utilisant les jours infertiles du cycle, on n'altère pas le cycle et on respecte le double sens de l'union conjugale, à savoir communion d'amour et possibilité de procréation. Il n'en va pas de même avec la pilule, qui en bloquant le cycle rend impossible la conception d'un enfant, ce qui va dissocier les deux sens de la relation sexuelle dont nous venons de parler. Seule sera conservée la communion amoureuse du couple, la possible procréation étant évacuée, mise de côté de façon systématique. L'intention de la contraception et de la planification familiale naturelle semble donc la même à première vue. Il s'agit de différer une naissance de manière responsable. Mais le moyen utilisé n'est vraiment pas le même. D'un côté, avec la planification familiale naturelle, il y a respect de la manière dont nous sommes créés, avec notre fertilité, don de Dieu, partie intégrante de notre personne, et qui n'est pas une maladie à traiter ou un problème. Le couple utilise les périodes non fertiles sans mettre de côté sa fertilité. Le sens profond de chaque acte sexuel est respecté. Le couple donc adapte sa sexualité à sa fertilité, qu'il accueille comme un don, et il peut à tout moment du cycle changer de projet et s'orienter vers l'accueil de l'enfant. De l'autre côté maintenant, avec la contraception, il y a action sur le corps et la fertilité de la femme par sa mise en veille. Et le couple ne conserve pas à chaque relation sexuelle le sens de procréation possible. Le couple adapte alors sa fertilité à sa sexualité et s'érige un peu en maître de sa fertilité. Il s'habitue à agir contre la conception d'un enfant. Dans un premier cas, donc, la planification familiale naturelle, en raison de la continence qu'il accepte, le couple vitalise son amour et en développement des valeurs de respect, tendresse, dialogue, maîtrise de soi même et créativité. Par contre, dans la contraception, le couple a la possibilité d'une union à tout moment du cycle et alors
il prend le risque d'une monotonie qui, à la longue, peut rendre les époux moins attentifs l'un à l'autre. Les risques sont clairement expliqués. Et nous avons donc parfois une vision trop biologiste de la sexualité, comme une succession d'étapes qu'il faudrait franchir pour arriver à un épanouissement personnel. La planification familiale naturelle préserve le trésor du lien, comme nous parlons depuis le début, entre l'union et la procréation, mais aussi l'amour et la vie, contenus tous dans l'union intime des époux. Cette nature de l'acte sexuel associant union et procréation nous invite donc à ne pas séparer ces deux caractéristiques fondamentales par une contraception, mais au contraire à privilégier une méthode de planification familiale naturelle qui garde les deux dimensions. Cependant, en voulant garder ces deux dimensions de l'acte sexuel et donc cette ouverture à la vie, ne s'expose-t-on pas, nous demandent les auteurs, à une attitude extrême? D'un côté, à ne pas planifier ses grossesses en laissant faire la nature, de l'autre, à tout vouloir planifier et maîtriser à l'aide de ces méthodes naturelles et ainsi se fermer à la vie. Il y a parfois des critiques de ces méthodes. Mais rappelons qu'être ouvert à la vie signifie en fait sauvegarder la capacité de concevoir, qui est contenue dans l'union intime des conjoints. En effet, cette relation sexuelle a deux significations. Un acte d'amour, en premier lieu, et aussi un acte de procréation. Et donc une méthode qui se dit ouverte à la vie est donc une méthode qui permet de garder à la fois la relation sexuelle comme acte d'amour et comme acte de procréation. Les deux finalités de la relation sexuelle sont alors pleinement respectées. Elles ne sont jamais dissociées, à l'inverse de la contraception, qui nie d'une certaine manière le cycle naturel donné par Dieu au couple. Je rappellerai dans un dernier point que le couple qui utilise la planification familiale naturelle connaît des périodes où, bien sûr, il ne peut pas laisser libre cours à ce désir sexuel. Et donc, cette absence de spontanéité peut sembler un obstacle parfois. Mais il est également vrai que dans la vie quotidienne, il n'est pas facile pour le couple d'être spontanément en phase au niveau des cœurs et des corps. Un certain temps de présence l'un à l'autre, de parole, de pardon parfois est nécessaire à la vie du couple. Ce sentiment de frustration, donc, est dû à une coexistence difficile entre la pulsion sexuelle, le désir de procréation en second point, et enfin la nécessité de limiter les naissances. Cette privation va à l'encontre donc de ces désirs immédiats. Lorsqu'elle est un choix libre, cette privation volontaire de relations sexuelles est au service du couple et de l'amour dans le couple, et il convient de le rappeler fortement. On pourrait penser que ça va mener à le fragiliser. La question n'est pas si simple et ne peut pas être éludée en quelques phrases. C'est à chacun d'oser voir en face sa vulnérabilité, ses faiblesses, ses limites. Et c'est également une richesse d'en prendre conscience, car c'est l'occasion de grandir en humanité pour l'homme et la femme, quitte à se faire aider tant sur le plan humain, pour se pencher sur les zones d'ombre de son histoire personnelle, psychique, que sur le plan spirituel, en ne dissociant jamais les sciences humaines des sciences théologiques et en ne les confondant pas, en laissant chaque plan à sa place. Nous terminerons par cet exemple éloquent de Josette qui habite l'île Maurice et qui témoigne sur l'importance qu'ont prise pour elle ces méthodes naturelles. La famille de Josette vit dans une des dernières poches de pauvreté de son pays. Le couple et les deux enfants forment le foyer. Leur habitation est extrêmement modeste, bâtie avec des planches et un toit de tôle. Ils vivent dans une cour insalubre, sans eau courante ni électricité. Josette, à l'époque, est désespérée. Son mari n'a pas de travail, le foyer n'a plus rien. Elle ne trouve plus la force de s'occuper de ses enfants et de son foyer. Elle ne se lave plus, n'entretient pas le linge de la maison. Elle est complètement écrasée par la misère. Elle en arrive même à jeter les vêtements sales de la famille au lieu de les laver, comme geste de désespoir. Le mari de Josette a honte de la situation, de son incapacité à élever le niveau de vie de sa famille. Lorsqu'il rentre le soir, les échanges de paroles avec sa femme ne sont pas doux. Leur misère a provoqué comme une rupture dans leur amour. Ils n'arrivent plus à se dire des phrases gentilles. Alors le mari de Josette sort le soir pour boire avec ses amis au lieu de rester avec sa femme. Josette est triste de cette situation et n'accueille pas son mari aimablement. Un cercle vicieux de reproches et d'accusations s'est installé entre eux.
La famille de Joseph vit à l'île Maurice, pays où la planification familiale naturelle est très bien organisée. Ce service est présent dans tous les centres de santé, centres qui ont pour rôle de rejoindre toute la population. Josette rencontre dans le centre de santé proche de son domicile une assistante sociale qui l'aide dans ses problèmes matériels. La famille dépend aussi des associations caritatives. L'assistante sociale lui a conseillé d'espacer les naissances pour l'instant, afin d'aider le couple à sortir de cette situation difficile de très grande précarité. C'est dans ce cadre-là que Josette a rencontré une éducatrice en planification de l'action familiale sur l'île Maurice. Cette action existe depuis 1962 avec des éducatrices réparties sur tout le territoire et propose au couple un espacement des naissances par l'observation des signes de fertilité en adaptant la sexualité au rythme de leur fécondité. Ces éducatrices sont formées et ont obtenu un diplôme. Elles sont présentes sur les territoires à travers les centres de santé et font des visites à domicile. Leur enseignement comprend la technique de planification familiale naturelle et il s'accompagne d'une éducation aux valeurs familiales, ce qui en fait la richesse. L'éducatrice abordera avec le couple au cours de son enseignement plusieurs points qui ont trait à la relation du couple, au dialogue, à l'écoute mutuelle, au sens de la sexualité, au respect de l'autre et à la chasteté. Le couple a reçu la visite d'une éducatrice qui leur a enseigné le programme. Au bout de 7 mois de suivi régulier, le couple est devenu autonome dans la technique. Il est alors capable d'appliquer la méthode avec efficacité sans l'aide de l'éducatrice. Pour cela, il a fallu que l'éducatrice rencontre Josette et son mari plusieurs fois, dans un premier temps toutes les semaines, puis les entretiens se sont espacés. L'éducatrice est venue régulièrement au domicile du couple, ce qui lui a permis d'adapter son enseignement à la réalité vécue par le couple. Cet enseignement qui englobe la totalité de la personne et du couple a des effets bénéfiques pour chacun et il redonne espoir. Josette, par l'observation des signes de sa fertilité, découvre la beauté du fonctionnement de son corps. Elle est émue et elle a repris confiance en elle. Cette observation l'a aidée à se reprendre en charge à différents niveaux et recommence à faire sa toilette et à laver ses cheveux. Josette reprend goût à la vie, son estime d'elle-même se développe au fur et à mesure de l'observation de sa fertilité et aussi au fur et à mesure qu'elle saisit l'alternance des ovulations de son cycle. Le mari de Josette, quant à lui, remarque les changements chez sa femme et lui aussi reprend espoir. Il est lui aussi touché par la compréhension de leur fertilité et par la capacité de sa femme à reconnaître les périodes fertiles et non fertiles de son cycle. Cela lui développe non seulement un regard bienveillant sur elle, mais aussi une forme de bonheur à vivre avec sa femme les saisons de leur fertilité. À travers cette fertilité, il admire sa femme. Ce dialogue sur leur fertilité et les unions intimes a eu un retentissement sur l'ensemble de leurs échanges. Chacun était amené à considérer l'autre avec un autre regard, chacun a pris de la valeur aux yeux de l'autre. Josette est profondément touchée par la capacité de son mari à respecter le rythme de leur union en fonction de son cycle, lui en reconnaissant envers sa femme pour son observation. Il dit que cette connaissance augmente son plaisir d'être avec elle. Le mari d'ailleurs dit à l'éducatrice, avec toute cette formation, « Je vois maintenant ma femme avec mes yeux. » De son côté, Josette témoigne, « Ma vie de couple a complètement changé. Avant, quand mon mari entrait dans la maison, je disais « Enlève tes savates pour ne pas salir. » Et mon mari passait son temps à boire avec ses amis, il amenait l'argent, mais il n'avait pas sa place dans la famille. Maintenant, j'ai compris que je devais lui laisser sa place. Depuis, mon mari boit moins et nous passons des soirées ensemble. En effet, l'apprentissage de la maîtrise de la sexualité permet à la femme de reconnaître la place de l'homme dans le couple. Lorsque chacun comprend le sens de la relation sexuelle qui est dialogue d'amour et communion, l'amour du couple se construit. Chaque éducatrice du pays est supervisée par une personne dont le rôle est de revoir avec elle les différents dossiers et l'aider à progresser dans son travail. La coordinatrice a félicité l'éducatrice pour ce travail excellent auprès du couple. Un système de classement et d'analyse des dossiers est mis en place depuis de nombreuses années à l'action familiale de l'île Maurice. Il permet d'assurer un travail de qualité sur l'ensemble du territoire. En 2014, à l'écriture de cet article, 20% de la population mauricienne utilisait la planification familiale naturelle pour la régulation des naissances. Cette situation exceptionnelle dans le monde est possible grâce à un grand professionnalisme des cadres de l'action familiale. Frères et sœurs, nous finissons aujourd'hui notre intervention en espérant que cela vous aura aidé à comprendre un peu mieux l'enjeu des méthodes naturelles de régulation des naissances et en espérant que cela vous rapprochera du Seigneur, de son amour, sa miséricorde et son plan de vie
pour l'ensemble de l'humanité. Pace bene, Ave Maria.